Le cercle RH, notre débat et les experts de Smart Job pour balayer un certain nombre de sujets passionnants. Moins de chômage, alors ça on l'a dit et répété parce que les chiffres sont très très bons évidemment, il y a une dynamique, mais est arrivé des études sur la baisse de la productivité étudiée par les économistes. Alors que se passe-t-il? Est-ce que c'est l'effet télétravail qui aurait... On va en parler avec nos invités. On va s'intéresser aux indépendants parce qu'ils prennent de plus en plus de place et leur statut va être protégé par un projet de loi. On va en parler évidemment. Et puis ça, c'est à la fin de l'émission, on s'intéressera à la marque employeur. Ben oui, la fonction publique s'y met. Comme les entreprises, ils veulent attirer des talents, ils n'y arrivent pas, alors ils font une marque employeur. Ça, c'est Amélie de Montchalin, la ministre en charge de la fonction publique, qui y va avec des campagnes, avec des éléments. Et ça, c'est très intéressant et ça dit beaucoup de choses finalement de cette petite révolution, peut-être, dans la fonction publique. Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes une des expertes de Smart Job, directrice générale du cabinet Ariséal. Merci d'être là. Pierre Guillet est avec vous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le CEO, donc le PDG, on peut dire? Oui. Hein, président. Le président d'Esion, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et vous étiez venu nous parler de vos actions, notamment auprès de détenus qui travaillent pour votre entreprise. On en avait parlé sur ce plateau. Et puis Cédric Pironneau est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Directeur général de SPV Assurance avec un S. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu que le chômage baissait, on va voir les chiffres. Un chômage, on n'est pas encore au plein emploi, mais les chiffres sont très très bons évidemment. Sauf qu'au même moment, on découvre que la productivité est beaucoup moins bonne qu'imaginé. Est-ce qu'il faut y voir un effet télétravail? D'abord, vous les validez? Commençons par Cédric, parce que c'est l'assurance. Vous observez ces chiffres de productivité dans le tertiaire, j'imagine. Vous l'avez constaté, vous, qu'il y avait une petite baisse de productivité? Alors, la productivité en elle-même, non. En revanche, l'arrêt de travail, oui. C'est-à-dire qu'on a vu un arrêt de travail qui a explosé. Les arrêts de travail, on va chez le médecin et on s'arrête. Oui. D'accord. Ouais. Ça, 2021 a été une année noire. Comme on a un rattrapage des frais de santé. On a moins consommé en 2020, évidemment on était confinés, 2021 en revanche. Et on se fait plaisir, on va chez le médecin. Je ne sais pas si on se fait plaisir, mais en tout cas on se soigne plus. Je mets des guillemets. Voilà, on met des guillemets, et en tout cas la consommation médicale monte. Mais la productivité, juste, c'est intéressant parce que vous avez des personnels qui travaillent sur des dossiers, donc vous pouvez la mesurer, cette productivité, sur les délais, la manière dont on... Est-ce que vous avez vu des baisses par rapport aux chiffres indiqués qui seraient de moins de points? Chez SPV, non. Je dois dire que non. Alors après, en plus, je trouve que c'est un élément, c'est difficile à mesurer. En tout cas, chez nous, on n'a pas d'éléments de critères précis de dire est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'elle monte. Voilà, donc là-dessus, je serai un peu mesuré. Pierre Guillet, alors c'est pour ça que je précisais aussi vos activités un peu particulières, avec des produits particuliers qui sont confectionnés en partie dans des centres de détention. Alors c'est compliqué de poser la question parce que le télétravail, de fait, les personnes qui travaillent sur vos produits sont loin puisque vous allez les visiter en prison. Mais cette question on augmente, le chômage baisse d'une manière considérable, il y a une reprise économique incroyable, mais au même moment, paf, ce chiffre tombe. Mais en revanche, la productivité est moins bonne. Ça vous surprend? Parce qu'en même temps, peut-être qu'on l'a fait sur des durées plus longues. Si on le prend sur une journée de travail en télétravail, au lieu de travailler en 8 heures, on travaille en 11 heures, on est chez soi, on n'a pas les temps de transport. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre sous cet angle-là aussi, le sujet? Moi, je pense que ce sont des chiffres globaux et qu'il convient plutôt d'essayer d'analyser par type d'activité et par type d'entreprise. On parle de mon histoire et de mon aventure en prison. Avec Jésus, il faut le rappeler. Avec Jésus, oui. Et là, par exemple, la justice a décidé de fermer l'établissement dans lequel j'ai mon atelier pendant 1 mois. Comme ça, du jour au lendemain. Donc là, on est privé de ressources, donc la productivité, il n'y en a plus. Pour quelle raison d'ailleurs? Parce qu'il y avait quelques cas de Covid, il fallait tester tout le monde. Voilà. Et l'administration ne pouvait pas se permettre de le faire? Si, mais pour le faire, ils ont arrêté l'activité. Donc nous, on est dans l'économie de marché, on a des cycles, on a des commandes à honorer. Vous êtes impacté directement par une baisse de productivité. Donc ça, c'est un cas concret, mais peut-être un peu isolé. À côté de cela, moi, je pense qu'il y a une donnée qui est intéressante, c'est quand même tout l'argent que l'État a mis dans l'économie pour soutenir des emplois qui sont aujourd'hui encore là et qui seraient peut-être pas là si on n'avait pas mis tout cet argent. C'est le quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragiles, soutenues, un peu sous perfusion. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il faut être méfiant sur ces chiffres très globaux qui veulent pas... Oui, il faut vraiment analyser ça, à mon avis, très, très... Je mets les pieds dans le plat parce que
certains mauvais esprits vont dire, mais vous voyez bien, on avait raison. On a fait baisser le chômage, le quoi qu'il en coûte, c'est la politique du gouvernement qui a permis de sauver ces emplois et même de relancer l'économie. Mais en fait, c'est le télétravail qui montre que les salariés ne sont pas productifs ou pas assez productifs. Est-ce que vous y voyez comme ça un petit peu cette espèce de main invisible de ceux qui voudraient dire le télétravail, attendez, hop, on revient dans l'entreprise? Ce qu'on entend de la part des managers, c'est qu'ils ne savent pas si le télétravail permet plus de productivité ou moins. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils passent leur vie en réunion et qu'ils passent de réunion en réunion qui sont organisées pour prévoir d'autres réunions. Donc il y a quand même un doute sur la productivité. Si on prend un peu de recul, il semble que la productivité en France décline depuis de nombreuses années parce que les salariés ne sont pas assez formés. Parce qu'ils ont des compétences caduques. Donc moi, ça m'arrange, j'ai une entreprise de formation, et qu'ils ne se forment pas assez tout au long de leur vie. Et par ailleurs, la France était en retard dans sa mutation numérique. Donc là, peut-être que la crise du Covid a aidé les entreprises, et a certainement aidé les entreprises à accélérer. Attendez, juste, vous faites un lien entre la transformation digitale et numérique, on est en plein dedans, parce que ça accélère, et la productivité. C'est-à-dire que le numérique est une clé d'amélioration. Non, mais ça fait, mais la France a une productivité inférieure à la moyenne de celle de l'OCDE. Alors qu'auparavant, on était un très bon élève en termes de productivité. Et donc, ça fait longtemps que... En fait, la crise du Covid ne fait que rajouter ou d'éclairer des problèmes qui datent d'il y a bien plus longtemps. En revanche, je pense que le numérique et le télétravail a permis quand même un bien-être supérieur, parce qu'à la fois, on n'a plus les temps de transport, en tout cas, on ne les a pas tous les jours, donc c'est quand même une amélioration de qualité de vie évidente. Oui. En même temps, on est content de retourner au boulot parce qu'on voit ses collègues, on voit les autres, on a envie de déjeuner avec eux, prendre un café. Et donc, je pense que cet équilibre vie-travail, vie individuelle, il est quand même il est positif. Je m'autorise, on l'entend beaucoup sur ce plateau, on fait chaque jour une émission, et on entend ce discours finalement du bien-être, de l'idée de l'hybridation. Ça, je dirais, c'est la version sociologique, puis il y a quand même la réalité de l'entreprise, c'est que l'entreprise, elle doit dégager de la richesse, au-delà du fait que le salarié soit content de prendre un café et de voir son collègue. Enfin, je me fais un peu abrupte, mais bien sûr, ça sert à quoi une entreprise? Vous voyez, ça revient à poser cette question. Mais l'innovation, l'innovation, ça vient également améliorer la productivité. Et si les gens ne sont jamais ensemble dans les entreprises, ce qui est un peu le cas en ce moment, je ne vois pas comment on va innover et créer de la richesse et donc financer toute là, vous en pensez quoi? C'est pas pour faire la vieille France du XXe siècle. Je vous rejoins complètement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. On parle de la désindustrialisation de la France. Aujourd'hui, toutes les entreprises industrielles... On dit l'inverse, on parle de la réindustrialisation. Oui, on aimerait. Enfin, je m'autorise. Non, on aimerait, mais on n'est pas forcément sur le chemin. Et aujourd'hui, quand on voit les problèmes sur les semi-conducteurs, par exemple, dont moi je pâtis, parce que c'est un des composants que je source pour pouvoir fabriquer. Appareil de détection incendie, c'est ça, le gaz, Oui, alors détection de gaz et identification des véhicules aussi. Voilà. Et donc le souci, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises industrielles, elles ne peuvent pas recourir au télétravail. On a besoin d'être en atelier, on a besoin de fabriquer, on a besoin, même mes développeurs, ils interagissent avec des équipements, donc ils ont besoin de faire fonctionner des équipements qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Mais d'ailleurs, juste d'un mot, parce que là, on a l'assurance en télétravail, parce qu'on comprend qu'on peut aussi... Mais là, c'est une évidence, c'est sur des métiers qu'on peut télétravailler, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement à un cycle dans lequel on va rentrer doucement entre les cols blancs télétravailleurs, une sorte de lutte des classes entre ceux qui ont le privilège de télétravailler, et puis ceux qui sont dans l'industrie et qui sont obligés d'aller au travail tous les jours. Alors attention, il n'y a pas que les cols blancs dans les boîtes de service. Il y a aussi... Il y a des cols bleus ? Oui, je veux dire, il y a aussi des gens qui sont des opérateurs. Non, mais ceux-là, on peut les faire télétravailler. Bien sûr. C'est ça que je voulais dire. C'est l'avantage des boîtes de service, c'est évident. Et oui, vous voyez, pour clore peut-être la page, mais moins de productivité, puis en même temps des tensions internes dans des entreprises où des gens vont dire, mais attendez, on les voit plus dans l'entreprise, et puis nous, on est là. Enfin, je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Il y a des reproches, effectivement, de managers ou de collaborateurs qu'on ne voit plus dans les entreprises. Oui. Leurs reproches, effectivement. Alors que parfois, les gens sont simplement fragiles et c'est assez délicat, effectivement. Des tensions. Vous qui êtes dans l'industrie, vous êtes donc au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais quel est le point de vue? Parce que vous avez aussi du tertiaire dans l'organisation, il n'y a pas que des industries. Non. Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là? Vous dites, sur le télétravail, on pousse, on accélère notre organisation, ou vous dites, restons prudents, chacun fait bien ce qu'il veut chez lui? Nous, on prône la liberté d'action de l'entrepreneur et on défend le fait que l'entrepreneur est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire pour développer son business et que l'État n'a pas à s'occuper de ces choses-là.
Voilà. D'accord. C'est ça qu'on défend. Et aujourd'hui, il y a une variété d'entreprises aux EDC qui fait qu'il y a des entreprises qui peuvent et qui font et qui recourent au télétravail avec bonheur. Cyril de Kéral, qui vient régulièrement ici, le dit. Entreprise de la tech. De la tech, dans le logiciel. Nous aussi, on est dans la tech, mais dans la tech technique avec des produits. Donc c'est un petit peu différent et on a besoin de manipuler. Donc on a besoin d'être ensemble. On ne peut pas autant recourir à ça. Pour fermer notre page sur ce débat qui ne fait que commencer, puisqu'en fait ce sont un économiste qui a lancé cette polémique, mais l'OFCE dit c'est pas tout à fait juste sur la productivité, il faut recalculer cette productivité non plus par tête, mais sur le global. Enfin, il y a tout un débat d'experts. Donc ce débat ne fait que commencer. Mais juste pour clore entre vous deux, si d'aventure il y avait un début de débat, vous dites quand même, Marine, que le télétravail a eu un impact. Enfin, c'est le retour que vous avez, en tout cas. C'est pas que c'est ce que j'entends partout. D'accord. Ok. Il y a un gros doute sur la productivité. Et nous, chaque fois qu'on observe du télétravail à haute dose, il semble qu'il y ait moins de productivité. Voilà, c'est le ressenti des managers. Non, parce qu'il y a eu des études, on a eu la NDRH, il y a quelques experts qui sont venus nous dire tout va bien, roulez, on y va. Donc tout le monde ne partage pas la même opinion. Ces positions, il y a un doute. Il y a un doute, mais dans les deux sens. On avance. Oui, on avance. Après, ce qui est évident, c'est que si c'est à outrance, bien sûr que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous passez votre vie dans votre salon, et à un moment donné, il y a une démotivation, il y a une perte de lien, il y a plein de choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est revenir au milieu, c'est que le balancier revienne et qu'on trouve le bon équilibre. Et après, je rejoins, c'est que ça dépend des entreprises, des secteurs, de l'activité. Voilà, c'est une alchimie qu'il faut arriver à faire de façon intelligente. Rebond, quand même, rappelons les chiffres du rebond. Avec ces chiffres, on les a. 650 000 créations d'emplois dans le secteur privé, c'est incroyable. Plus les 740 000 alternances signées, on est dans une dynamique très forte, eu égard aux mauvais résultats de la... Non, alors là, je vois tous dodoliner de la tête. Non. Ils vous plaisent pas, mes chiffres ? Les chiffres sont beaux, mais il faut aller dans le détail. Ils sont globaux. Voilà, ils sont globaux, et puis il y a beaucoup d'intérim. Il y a une flambée de l'intérim pour remplacer les absents qui ne sont pas forcément malades, mais qui gardent leurs enfants. Enfin, il y a une désorganisation complète des entreprises. Donc c'est pas aussi lisse que le chiffre. Non. Vous êtes d'accord, Pierre ? Complètement. C'est ça. Il faut reprendre secteur par secteur, notamment dans les transports. Mais il y a quand même une dynamique. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique. Vous êtes dans une... En tout cas, je ressens une dynamique. Vous ressentez une dynamique. Ouais. Non, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue croisés. Tournons la page, les indépendants. Tiens, on en a parlé dans le livre de Smart Job. Une des thèses de ce livre qu'on a évoqué tout à l'heure sur les 7 leviers pour renforcer le pouvoir d'attraction, c'était si on va, comme aux États-Unis, on va avoir de plus en plus d'indépendants, c'est-à-dire des salariés qui seront indépendants. Et donc, il faut repenser le modèle. Là, il y a un projet de loi qui va être voté. Alors, c'est Macron qui en avait parlé il y a fort longtemps. Il va être voté définitivement à l'Assemblée. Renforcement du statut, protection des biens personnels de l'indépendant, un certain nombre de points très précis sur le phénomène des indépendants. Vous le constatez aussi, vous voyez aussi que les entreprises, mais aussi les salariés finalement, s'y retrouvent dans ce nouveau statut. Ou pas ? Parce que la majorité, c'est quand même aujourd'hui des salariats. Il y a deux possibilités. Soit les gens en ont marre des entreprises, en ont assez d'être salariés, d'avoir des chefs, et ils deviennent indépendants. C'est ça. Prendre des missions. Voilà. Soit il y a une précarisation des emplois. Les entreprises préfèrent sous-traiter que d'embaucher. Et là, les gens sont indépendants parce qu'ils sont obligés d'être indépendants. Une forme de précarité dans ce cas de figure-là. Voilà, les cadres sont licenciés à 50 ans, voilà, ils deviennent indépendants. Et ils font des missions de prestation pour l'entreprise. Voilà, et puis c'est... Ça, c'est quand même un changement, quand même. Ah oui, c'est un changement de modèle. Vous en pensez quoi, Pierre ? Moi, je suis un tout petit peu dissonant. Moi, je voudrais être positif sur cette mesure. Je pense la loi est bonne, elle est plutôt saluée. Moi, je pense que c'est bien. Le projet de loi. Elle n'est pas financée. Elle n'est pas financée, c'est vrai. Il y a un débat sur le financement, sur le chômage, notamment sur l'assurance chômage. Les indépendants ne cotisent pas. Ouais. Enfin, il faut quand même préciser, Marine, pour ceux qui nous regardent, on a fait l'émission cette semaine, que ce sera un forfait d'assurance chômage qui ne correspondra pas au quota qu'a un salarié lorsqu'il quitte son emploi. On est bien d'accord. De toute façon, aujourd'hui, ils n'ont quasiment rien. Ils n'ont rien. Donc, ils auront 800 euros, pour le dire simplement, à peu près 800 euros. Si la loi est votée en l'état. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas grand-chose. Vous n'avez rien. Enfin, à moins d'avoir cotisé. Donc aujourd'hui, je pense que l'indépendance, c'est intéressant pour les jeunes, parce que ça leur permet de rentrer dans l'entrepreneuriat et de se lancer dans une activité pour éventuellement après créer des emplois. Donc ça, je pense que c'est bien. Moi, j'ai 3 de mes enfants qui sont étudiants, ils sont tous les 3 auto-entrepreneurs pendant leurs études. Et ça développe chez eux une vraie envie de passer à l'action. Et ça, je trouve que c'est positif. Je pense aussi que certains... C'est l'esprit d'entreprise, Pierre. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. Ouais. J'ai certains de mes collaborateurs qui avaient des compétences particulières et dont on avait
pas nécessairement besoin tout le temps, qui travaillent aujourd'hui un petit peu, quelques heures, quelques jours par semaine pour nous, et qui travaillent aussi à côté. Et donc, quand ils travaillent pour nous, ils sont indépendants. Et en ça c'est la version positive, en fait, de voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais essayer d'éclairer la version positive du sujet. Et le fait de séparer le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, c'est une très bonne chose pour ceux qui se lancent là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas assez d'entrepreneurs. Donc ça va dans le bon sens. Effectivement, après, avec des excès, et peut-être justement sur les plus seniors, des aventures entrepreneuriales qui succèdent à un licenciement, par exemple. Non, mais c'est ce que dit Marine. Il y a quand même effectivement derrière. Bon, alors on va s'arranger. Tu quittes ton poste qui nous coûte trop cher, mais par contre on te garde en indépendant. Et tu feras des missions et tu paieras tes charges, grosso modo. Il faut déjà distinguer auto-entrepreneur et indépendant. Il y a quand même deux populations. Sur indépendant, c'est très large. C'est très large. 3,8 millions de personnes. À peu près 50% qui sont auto-entrepreneurs, donc c'est souvent dans un cumul d'activités. Dont 1 million n'ont pas de revenus. Voilà, et les autres 50% qui sont des vrais indépendants, artisans, commerçants, professions libérales. Nous, c'est un secteur qu'on assure beaucoup, donc vraiment qu'on les connaît bien. L'auto-entrepreneur, c'est un petit peu différent, et c'est souvent le cumul. Mais après, je vous rejoins, c'est que c'est pareil, c'est dans la dynamique d'activité. C'est que je crée une activité, je me lance. Mais juste sur la philosophie d'une société, notre modèle social, depuis 1945, est bâti sur le salariat, globalement, sur le CDI, qui est le contrat maître, qui permet d'aller avoir un emprunt à la banque, et ainsi de suite, ce qui n'est aujourd'hui pas encore le cas pour les indépendants. Mais est-ce qu'on est en train de changer de modèle? Est-ce que l'entreprise se dit, partout, je vais avoir un tronc commun de collaborateurs au siège, puis je vais essayer d'externaliser encore plus? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez, ou vous dites, nous, on a besoin de CDI, de gens liés à l'entreprise? Enfin, moi, on est plutôt dans une logique d'intégration et des personnes et des compétences. Donc plutôt le salariat. Mais après, moi, je ne suis pas figé sur un modèle. C'est-à-dire que si après, il faut collaborer avec des indépendants parce qu'il y a une compétence, parce qu'il y a quelque chose en plus, pourquoi pas? C'est pas un sujet, en fait. Ça reste assez compliqué pour le manager, parce que s'il doit à la fois gérer une équipe de salariés, et qu'en plus, il doit aussi gérer des indépendants, c'est plus le même droit qui s'applique. Hein. L'indépendant, il vient quand il veut. C'est ce que fait un DSI tous les jours avec des prestataires dans l'équipe. Oui, c'est vrai. On le connaît dans la tech, on le connaît dans les SS2I, où effectivement le type s'intègre, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un élargissement de l'indépendant un peu partout, quoi. Oui, c'est vrai. Les grandes entreprises, maintenant, ont plus recours aux indépendants, ce qui d'ailleurs questionne leur politique d'achat, parce qu'avant c'était quasiment impossible de contracter avec une très grande entreprise, tellement il fallait de critères. Là, ils sont obligés de rabaisser leurs critères pour s'ouvrir. Comment vous l'expliquez, ça, Marine Balançard? Parce que certaines compétences sont assez rares, donc les indépendants ont l'air de se former beaucoup plus et d'avoir une espèce de veille technologique et d'auto-formation permanente pour être au top. Et quand on est salarié dans une entreprise, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas prendre une journée à ne pas travailler pour se former. Vous voulez dire qu'on s'endort un peu sur ses lauriers, finalement, le confort, la sécurité de l'emploi, je ne sais pas, enfin Non, c'est que voilà, les indépendants gèrent par définition leur temps, et donc ils ont cette capacité à se former, à rester au top du marché, plus qu'en entreprise. Donc tentant pour les grandes entreprises de s'appuyer sur les fameux talents qui n'arrivent pas à recruter finalement. Exactement. Tournons-nous quand même vers l'autre sujet, parce qu'il nous reste peu de temps et je ne voulais pas qu'on le manque, celui-là, qui est quand même la fonction publique se lance dans la marque employeur. Alors il y a tout un processus de communication. Et je vous pose la question abrupte, c'est la ministre Montchalin qui lance ce processus. On est dans de la com de campagne présidentielle, ou est-ce qu'il y a quand même à l'intérieur de cette fonction publique qui est très diverse, une réflexion sur il faut impérativement faire notre évolution, sinon ça ne marche pas. Comment vous regardez ça? Vous applaudissez, vous dites tiens, après tout, la fonction publique, elle se met à faire comme les grands groupes, pas bête? L'État est un employeur, donc à partir du moment où il est l'employeur, il doit se vendre aussi pour attirer des gens. Après, un peu poussiéreux dans sa manière d'attirer les talents quand même. Hein. Justement, c'est donc un dépoussiérage, une communication qui se lance. Mais après, la vraie question derrière ça, c'est attirer les talents, oui, mais pour ça, il faut une vraie promesse, il faut une carrière, il faut un salaire, il faut des compétences. Et là, il y a une question de fond sur la réforme de l'État et sur la façon de monter la rémunération. On a quand même des vrais... Et aucune autonomie pour celui qui recrute, il faut quand même le savoir, puisqu'il rentre en catégorie A, B, C, D, et auquel cas, vous êtes dans une boîte et vous n'en sortez pas. Vous trouvez ça bien quand même en termes de com, et même de dire on assume le fait qu'il faut se réformer? Parce que c'est ça que ça raconte aussi, non? Mais là, c'est vital pour la fonction publique. Il y a quand même un gros déficit d'image. Ils ont besoin de 100 000 personnes, là. Et comme les entreprises privées, ils sont confrontés à un manque de main-d'œuvre. Moi, je travaille un petit peu, et même pas mal avec eux en formation. Je suis très surprise. On a beaucoup de préjugés sur la fonction publique. Je suis d'accord. Ils sont
en fait ultra innovants, que ce soit en termes d'organisation, de management. Ils auraient beaucoup de choses à apprendre au privé, parce qu'ils essayent beaucoup, ils se forment beaucoup. C'est juste. On est souvent très dur avec eux. Voilà, on est très dur avec eux et honnêtement, ils sont très surprenants dans le bon sens du terme et surtout dans l'innovation managériale, organisationnelle. Ouais. Et donc, effectivement, ils ont d'énormes atouts pour attirer les personnes, mais le fait de rentrer, de ne pas être bien payé, de ne progresser qu'à l'ancienneté, que ce soit encore très hiérarchique pour la génération Y et les suivantes, c'est difficile à accepter. Et puis, il n'y a plus tellement de monde qui a envie de passer sa vie dans une organisation, dans la fonction publique. En fait, ça n'attire plus la stabilité de l'emploi. Voilà. Mais je pense qu'ils ont beaucoup à communiquer. Ils communiquent sur l'audace, le sens, l'action. Exact. Et l'audace, c'est pas tellement associé à la fonction publique. Non, c'est associé à Bismarck, comme vous le savez. Voilà, c'est associé à Bismarck. Ah bah oui, l'audace, c'est Bismarck. Mais ils sont assez audacieux. Pour travailler avec eux, ils sont audacieux. Oui, je suis assez d'accord. Il y a des administrations qui innovent, même des collectivités territoriales qui inventent des choses. Ils sont très curieux, et puis c'est eux qui changent, justement pour le changement climatique. Ils travaillent énormément là-dessus. Ils sont oui, et même dans la relation qu'ils ont avec leurs prestataires et dans les règles qu'ils fixent à leurs prestataires qui sont souvent assez draconiennes. Oui, ils ont je suis d'accord. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Pierre Guillet, entrepreneur et dirigeant chrétien, chef d'entreprise, vous dites enfin la fonction publique s'y met, parce que c'est vrai qu'elle est souvent brocardée d'une manière un peu caricaturale et rapide, mais d'une manière globale, je dirais, dans son trend un peu macroéconomique, c'est vrai que c'est pas motivant, on n'est pas motivé à y aller. Moi je pense qu'il y a des domaines dans lesquels l'État excelle, et dans ces domaines-là, ils savent attirer les meilleurs. Dans l'armée, dans la recherche, dans des agences de l'État. J'en connais une. Qui sont souvent des prestataires, hein, Pierre, si je me permets de le dire, mais certains ingénieurs ne sont pas toujours des militaires. Hein. C'est parfois des... Non, c'est vrai, mais je pense que nos forces spéciales sont plutôt des excellentes. Voilà. Et dans un autre domaine, dans la justice, il y a une agence de l'État qui s'appelle l'ATIGIP, qui est une agence qui regroupe des gens convaincus et qui portent vraiment leur sujet. Donc moi, j'en ai rencontré, et là encore, c'est des domaines d'activité. Mais globalement, pour moi, la question du service public, c'est pas la marque employeur, c'est la productivité. C'est le premier sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, et c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des pans d'activité complets de l'administration où il n'y a pas de productivité. On est d'accord. Elle n'est pas mesurée, en fait. Elle n'est pas dans les statistiques dont on parlait tout à l'heure. Je m'autorise à avoir travaillé un tout petit peu sur le sujet, et à certains endroits, dans des régions, dans des départements, il y a des mesures de la productivité, et même du taux horaire hebdomadaire, sans citer aucun département. Ouais. Et c'est vrai que certains directeurs généraux des services, quand ils arrivent, découvrent quand même des taux horaires qui sont très très loin des 35 heures. Donc, c'est un sujet intéressant que vous lancez. C'est ce qu'on produit dans son poste de fonctionnaire. Après, parfois avec des manques de moyens effrayants. Enfin, moi, je suis juge au prud'homme, donc conseiller prud'homal, avec un mandat employeur. On remplit des feuilles de temps, parce qu'on est rémunéré 10 € de l'heure. Bon, on remplit des feuilles de temps. C'est peu. C'est peu, mais... C'est un sacerdoce. C'est pas pour l'argent. Voilà, c'est ça. Pas pour l'argent. On remplit des feuilles de temps à la main. Ces feuilles de temps, elles sont ressaisies derrière par les opérateurs. Et revérifiées par quelqu'un. Quelle est la logique à ça? Aucune logique. Le développement informatique d'un outil comme ça, en 1 mois et demi, c'est plié. Donc on voit bien qu'ils travaillent quand même... Enfin, ils n'ont pas Word. Les greffes n'ont pas Word. Hallucinant. Hallucinant. Donc, si vous voulez, c'est dur. Enfin, je connais au ministère des Finances, ils sont très efficaces pour faire le recouvrement de créances. Oui. De ce côté-là, eux, ils sont équipés. Et je pense que ils ont une arme qui est l'URSSAF, qui ne dépend pas très directement, encore que, mais c'est une arme très efficace, l'URSSAF. Hein, ils envoient des très bons mails. Non, mais c'est vrai. Ils ont Word. Hein. Mais quand même, sur le fond politique, là, parce qu'il y a quand même l'idée d'assimiler un mot propre à l'entreprise, à la fonction publique, est-ce qu'il n'y a pas un autre débat à ouvrir avant d'ouvrir celui de la marque employeur? C'est de se dire, et si on repensait les endroits stratégiques où on met des fonctionnaires, au lieu de faire rentrer des fonctionnaires, parce qu'en fait, depuis 5 ans, le nombre de fonctionnaires a encore progressé. Hein. Comment on fait ça? Parce que c'est un débat aussi, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a besoin de 100 collaborateurs. Si elle en prend 200, elle gagne plus sa vie. Enfin, vous voyez, Marine Malençin, où je veux vous emmener? La marque employeur, c'est bien sympathique, mais est-ce que c'est bien ça le fond du débat?
Il y a un petit peu un paradoxe à vouloir recruter des fonctionnaires tout en disant qu'il faut dégraisser la fonction publique. Et en même temps, en 25 ans, il y a 3 fois moins de candidats au concours de la fonction publique. Ça marche pas. Le secteur pénitentiaire galère. Voilà. Ils recrutent difficilement. Je rejoins à ce qu'on défend aux EDC, c'est la subsidiarité. Aujourd'hui, on est dans un État où l'État veut tout contrôler, tout centraliser en haut, alors que s'il fonctionnait en subsidiarité, c'est-à-dire en descendant le niveau de la décision au plus bas niveau possible, par exemple du citoyen, de l'entreprise ou du maire, ou de l'étage au-dessus pour des décisions un petit peu plus importantes qui concernent une collectivité, eh bien, on aurait forcément plus d'efficacité, certainement moins d'agents de l'État, mais peut-être beaucoup mieux payés. Vous vous rappelez, ça s'appelait dégraisser le mammouth, c'était un ministre de l'Éducation qui avait sorti cette expression il y a presque 20 ans, mais on en est toujours là au final, puisque en fait ça n'avance pas. Vous êtes dans le privé, enfin, vous voyez bien le système qui se déroule. Ça vous inquiète ou vous dites, comme certains, il faut un État fort, il faut beaucoup de fonctionnaires, parce qu'on a un service public, on a traversé le Covid, et on a été finalement bien content de les trouver, ces fonctionnaires. Mais ça n'a aucun sens avec justement la digitalisation du monde, d'avoir autant de personnes, oui, ça n'a aucun sens. La question c'est de savoir ce qu'on en fait ensuite. Et puis on a quand même un État d'une puissance alors efficace, mais parfois quand même un peu pléthorique. Un peu pâteau, ouais. Un peu moins de monde, un peu plus d'efficacité et un peu plus de moyens, à mon avis, on s'y retrouverait. Bon, c'est votre conclusion aussi ? Oui. Non, mais on est dans le débat présidentiel, c'est un sujet, vous avez remarqué, on a parlé de plein de choses dans ce débat, peut-être qu'on va y rentrer, mais ça c'est un sujet, alors là il n'y a pas beaucoup de candidats qui s'attellent à ouvrir la boîte. Le millefeuille, le nombre de fonctionnaires, ouh là là, on n'en parle pas. En revanche, je vous rejoins, c'est que parler à chaque fois des fonctionnaires en parlant du nombre, moi ça me choque. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes et des femmes, il y a des talents. Et ça revient au débat de Marine tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord. Il y a des initiatives, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'innovations, c'est incontestable. Il y a peut-être un problème de stratégie et de choix, de savoir où on place ces hommes, où on place l'efficacité de l'État finalement. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir pour ce débat riche. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet Ariséal. Merci à Pierre Guillet, un peu orphelin avec la fermeture. Ça va durer combien de temps votre... Ça y est, c'est rouvert. Ça a été fermé 1 mois quand même. Donc effectivement, voilà, vous allez voir les chiffres assez nettement de productivité. Vous êtes le CEO d'Esion et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être venu. Merci à Cédric Pironneau. Vous êtes le directeur général de SPV Assurance et donc on l'a appris aujourd'hui, vous êtes juge, non pas consulaire, mais au prud'homme. Conseiller prud'homal. Merci à vous 3. On termine notre émission sur le recrutement avec la célèbre Amélie Favre-Guittet. On parle des surdiplômés, mais attention, il ne s'appuierait pas assez, elle va nous le dire, sur les soft skills. On en parle avec elle.